Près de 500 jeunes de la région de Kankan sont formés et accompagnés par la Maison de l'Emploi et des Compétences, pilotée par l'AGIP, Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Ce centre est devenu un véritable moteur de l'employabilité des jeunes de la région. Bien au-delà, toutes les couches, femmes comme adultes, bénéficient des précieux conseils de cette institution. Alseni Bari, Tcherno Sadou sont allés à la découverte de ce centre. Suivez. Kankan, Maison de l'Emploi et des Compétences. Bâti depuis le 8 février 2017, ce centre a pour rôle la valorisation, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il dispose d'un espace de formation, d'entrepreneuriat, l'accueil et l'employabilité. L'engouement, chaque jour les jeunes viennent s'inscrire. Chaque jour qui passe. Nous les formons ici en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat. À date, près de 500 jeunes de Nabaya sont inscrits et sont en train d'être formés. Plus de 300 d'entre eux bénéficient d'un accompagnement de l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Nous accompagnons tous les demandeurs d'emploi. Pas d'ailleurs que des jeunes, parce qu'au-delà de la jeunesse, il y a aussi d'autres qui cherchent du travail qui ne sont pas des jeunes. Quel que soit ton statut, si tu es dans le besoin de l'emploi, diplômé ou pas, parce que même les non-diplômés sont accompagnés à travers des projets comme PARS RSE financés par l'Union européenne. Et donc on a toujours des politiques d'accompagnement pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et à l'ensemble des postes et fonctions. Des projets pour booster l'employabilité des jeunes de la région de Kankan n'en manquent pas. Comme le projet Booster des compétences pour l'employabilité des jeunes dans sa composante de l'éducation à l'emploi I2I, qui concerne tout le pays à travers nos partenaires de la Banque mondiale. Au-delà de ce projet, d'autres projets ou d'autres activités seront implémentés à travers cette structure et la communication avec le centre et donc le siège de Conakry c'est fait parce que tout ce qui est fait ici est à l'image de Conakry ou à l'image du projet. Comme celui-ci, plusieurs autres existent à Conakry et dans d'autres régions de l'intérieur du pays. Au Rwanda, l'État construit des villages modèles. Il s'agit des abris pour des citoyens vulnérables habitant les zones dangereuses, plongés dans l'insécurité de tout ordre. Notre équipe de reportage s'est rendue sur le site. Suivez le reportage de Jacques Lewa Leno et de Yacouba Traoré, commenté par Mariam Fodé Kamara. Nous sommes dans l'est du Rwanda. Ici, le village modèle Mungazeri. 50 familles sont accueillies depuis plus de 2 ans. Elles accèdent à des soins de santé et scolarisent leurs enfants sur place. Ils ont non seulement un habitat qu'il le faut, comme Rwandais, mais ils sont aussi rapprochés des services, des infrastructures de base, je dirais. Voilà. Longtemps logée dans les collines considérées à risque, Marie habite depuis 2 ans maintenant ce village qui lui donne toute la joie de vivre. C'est ce qu'elle a dit. Alors, racontez-nous un peu votre vie dans les collines, là où vous étiez dans le village. C'était comment? S'il y avait quoi comme difficulté? Qu'est-ce qui ne marchait pas là-bas et qui marche aujourd'hui ici? Parlez, expliquez musobanurire neza itandukanirizo ry'aho waruri n'ahanga. Il n'y a aucun problème auquel ils font face. Chaque district du Rwanda compte au moins un village modèle. Le gouvernement compte élargir ce projet dans tout le pays. C'est coûteux pour le gouvernement, mais nous avons aussi des partenaires, bien sûr, du gouvernement. Les Rwandais qui contribuent comme ils peuvent, quelquefois. Mais c'est un projet aussi, je dirais, qui ne va pas seulement se baser à l'est du pays. Mais nous avons des projets similaires un peu partout dans le pays. Pour la réalisation de cet ambitieux projet, le gouvernement s'appuie sur le génie militaire. En interactualité à présent, il préside en Ille-et-Vilaine le principal syndicat agricole français, la NFSEA, souvent dénigré pour son productivisme, et il a commencé au printemps sa conversion au bio. Mais Loïc Guine, éleveur laitier, ne s'en cache pas. S'il est passé au bio, c'est moins par conviction écologique que par souci économique. En 30 ans, le métier de Loïc Guine a bien changé. Ses vaches mangent de plus en plus d'herbe et il a fini par renoncer aux produits chimiques sur ses cultures de maïs. Aujourd'hui,
L'éleveur, qui est aussi président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, est prêt à franchir un cap supplémentaire, passer au 100% bio. À la sortie de la guerre, la France avait faim. On a vendu à l'agriculture et à toute la société en général que la chimie allait être la solution à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Donc l'agriculture en a fait partie. Depuis un certain nombre d'années, on se dit que non, la chimie n'est pas si bien que ça. Une évolution logique pour Loïc Guine, dont les motivations sont davantage économiques qu'idéologiques. Il ne faut pas le nier, il y a un marché qui se développe. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a du prix. Bon, on s'est dit, on va essayer d'en profiter, enfin, voilà. Avec une certification en bio, un éleveur peut espérer gagner une centaine d'euros de plus par tonne de lait. À 55 ans, Loïc Guine ne renie pas le chemin parcouru et espère ouvrir la voie à d'autres agriculteurs conventionnels plus hésitants. Au fil du temps, puisque les techniques que vous pratiquez marchent, ben vous finissez par en être persuadé. Puis à la limite, et là, vous pouvez aller démontrer à vos voisins que ces techniques-là sont positives et qu'ils devraient essayer. Parce qu'il y avait déjà des bios, on a déjà des bios qui étaient adhérents à FDSEA, mais le président, forcément, c'est un peu emblématique. Selon la FNSEA, malgré l'étiquette productiviste qui lui est souvent attachée, 10% de ses adhérents pratiquent une agriculture biologique. En France, le bio représente 12% des emplois agricoles, avec une augmentation de plus de 9% chaque année. Il s'avance à travers l'ouest désertique irakien, tandis que défilent cimetières de voitures et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. Depuis peu, un train relie de nouveau Bagdad à Fallujah. Suivez. Voitures et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. C'est le paysage auquel ont droit les voyageurs de ce train qui file à travers l'ouest désertique irakien, reliant de nouveau la capitale Bagdad à la ville de Fallujah. Le trajet porte encore les traces des durs combats pour chasser le groupe État islamique et des mines plantées par les djihadistes. La ligne entre Fallujah et Bagdad a été partiellement détruite. Elle était endommagée au niveau de 45 endroits par des destructions et des mortiers. Nous avons reçu des instructions pour réparer la ligne. Les gens étaient surpris lorsqu'ils nous ont vus reprendre le travail. Le train va jusqu'à 100 km/h, pas plus, pour ne pas éprouver la solidité des rails, réparés grâce au dévouement des employés de la ligne. Pour les passagers, c'est un lien vital avec la capitale et l'unique alternative aux routes poussiéreuses et embouteillées. C'est tellement plus facile avec le train. À présent, c'est agréable de faire le voyage entre Bagdad et Fallujah. Avant, nous avions du mal à cause des points de contrôle. C'était difficile et nous arrivions en retard à notre destination à cause des embouteillages. Maintenant, c'est différent. Les allers-retours sont plus faciles pour les gens et les employés. Et en plus, le billet n'est pas cher. Le train fait l'aller-retour quotidien entre Fallujah et Bagdad, avec à son bord une moyenne de 250 voyageurs. En 2016, l'Irak a déjà investi 137 millions de dollars pour acheter 12 nouveaux trains à la Chine, et des travaux sont en cours pour ouvrir la ligne vers Baiji, Tikrit et Samara. De quoi relancer le trafic ferroviaire dans le pays, qui s'est doté du chemin de fer il y a plus d'un siècle. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.